m'appelle Pauline Sylvestre, je suis membre de l'atelier PPLV, un bureau d'études en urbanisme, et je suis docteur en urbanisme. En fait, ce qui se passe, c'est que les projets urbains sont des surfaces de plus en plus vastes, se déroulent sur des temporalités de plus en plus longues, on a des programmations de plus en plus complexes, et donc il y a des évolutions aussi des métiers de l'aménagement et de la promotion. Pour Bouygues Construction, l'enjeu c'était de proposer une offre de logement qui corresponde mieux aux attentes des habitants, puisqu'en fait l'approche classique c'était de faire correspondre des niveaux de revenus à des prix de sortie au mètre carré ou des catégories de socio-professionnels à des prix de sortie au mètre carré. Et en fait, on se rend compte que dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe. C'est pas parce qu'on a le même niveau de revenu qu'on va avoir les mêmes attentes en termes de logement et de cadre de vie, et même chose pour les catégories socio-professionnelles. Du coup, nous, on a voulu aller un peu plus loin que ça, ou en tout cas procéder autrement, en prenant vraiment en compte les goûts, les comportements et les modes de vie des habitants. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en Suisse, il y a une première étude qui a été lancée, donc qui s'appelle MODD. Et nous, notre rôle avec Alain Bourdin, c'était d'adapter cette démarche-là au contexte français qui est très différent. L'ambition de la démarche, c'est vraiment de replacer les usagers au cœur du projet urbain, et donc vraiment d'aller les chercher en amont pour vraiment comprendre ce qu'ils vont attendre, et pas d'arriver un peu plus tard dans le projet ou en évaluation après le projet. Et pour ça, donc, il y a 3 projets qui ont été sélectionnés, donc celui de la distillerie dans la métropole lilloise, celui de la chocolaterie à Noisiel et celui des fabriques à Marseille. Donc nous avons fait une enquête qui portait d'abord sur la population des métropoles, et donc nous avons travaillé sur Paris, Lille, Marseille, puis sur un échantillon qui ajoutait de la population de Rennes et de Nancy. On s'intéressait à la population de plus de 25 ans et aux gens qui ont la possibilité, l'envie, enfin un minimum d'intérêt à faire une opération immobilière, ou qui ont des choses à dire simplement d'ailleurs sur l'endroit où ils habitent. Ce qu'on cherchait à étudier, c'était les préférences, c'est-à-dire ce qui n'est pas seulement la réaction à une stimulation, à une publicité, à ce que vous dit quelqu'un qui veut vous vendre un appartement, mais quelque chose de plus profond, qui s'exprime un peu plus difficilement, qui sont les préférences qu'on a en matière de logement, mais qui souvent sont liées aux préférences qu'on a dans d'autres domaines de la vie. Et pour étudier ça, on a utilisé d'une part une méthode qualitative en parlant avec des gens dans des groupes de travail, etc., puis une méthode quantitative en faisant un sondage. On a essayé de se situer au-delà d'un certain nombre de critères classiques pour aller regarder des choses un peu plus compliquées, et en gros pour mettre en évidence ce qui rend la vie difficile parfois, et qui est la complexité des modes de vie, la complexité de la vie quotidienne aujourd'hui. Dans le fond, on est sorti d'une période où, quand on construisait des grands ensembles, les gens avaient des modes de vie assez simples, assez stéréotypés, et donc on pouvait imaginer les équipements qui allaient répondre. Aujourd'hui, c'est infiniment plus compliqué, les gens vivent à différentes échelles, chacun a son mode de vie, je dirais presque, ça est devenu individuel. Et puis j'ajoute une chose, c'est qu'on aurait pu travailler à l'échelle du logement plutôt, ou à l'échelle de la ville plutôt. Là, il était clair qu'on travaillait à l'échelle du quartier, puisque c'était ce qui intéressait d'abord nos interlocuteurs. On est dans une posture qui est une posture de chercheur, avec en même temps le souhait d'être utile à ceux qui nous passent commande. Donc ça, c'est déjà un premier enjeu, arriver à se situer au bon endroit entre la recherche trop compliquée et l'étude trop simple. Et c'est compliqué par le fait que les gens aux préférences desquels on s'intéresse, ils ne sont pas là. Ce n'est pas des habitants qui sont là. Et donc effectivement, on mobilise la technique des sciences sociales, et parfois c'est compliqué, pour recréer artificiellement les futurs habitants. Et c'est un enjeu qui est un enjeu de recherche pour le coup. Comment est-ce qu'on arrive à refabriquer des groupes de gens qui sont non pas semblables, mais significatifs par rapport à ce que seront les futurs habitants. Et ça a été un des aspects de notre enquête. Un des moyens de le faire étant de prendre des groupes différents de gens, dans des villes différentes, d'utiliser des méthodes différentes. Ce n'est pas pour le plaisir qu'on a fait du quantitatif, du qualitatif, plus une analyse des réseaux sociaux. C'est parce qu'à chaque fois, on a un petit peu d'informations, et tout notre travail, c'est de totaliser tout ça pour en faire des conclusions qui se tiennent debout. On est confronté
à l'évolution des attentes, à l'évolution des préférences, à l'évolution des modes de vie, qui est lente. Donc une des choses, c'est qu'on a essayé d'insister sur ce qui est de la longue durée. Le deuxième point, c'est qu'on vit donc dans des sociétés où les modes de vie sont complexes, donc les gens s'inscrivent souvent dans plusieurs modes de vie à la fois, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'une des choses qui nous a frappé, on le savait, mais quand même c'est très très net, c'est qu'on peut être à la fois, j'ose pas dire en même temps, ceci et cela. On peut être à la fois intéressé, mettons par le développement durable, et en même temps un gros consommateur. Il faut slalomer entre tout ça pour essayer de comprendre ce qui est important. Mais il y a quand même 2 ou 3 choses qui ressortent vraiment. La première, c'est qu'on est dans des sociétés du choix et que le choix est toujours... Il y a 2 choses qui sont importantes, le choix et l'accès. On doit pouvoir accéder à ce qu'on a envie d'avoir et on doit pouvoir choisir. Ce qu'on trouve à partir de là, c'est qu'il existe un fond commun très largement partagé par tous les gens qu'on a interrogés, avec qui on a discuté, qu'on a fait travailler ensemble, etc., etc. Ce qui fait les différences, c'est pas forcément qu'on veut des choses différentes, c'est qu'on les veut avec plus ou moins d'intensité. Mais dans le fond, c'est à partir d'un fond commun, et il est très important de voir que c'est des variations sur un fond commun, et non pas des choses qui s'opposent. Donc le premier, c'est vraiment l'autonomie, c'est-à-dire que pour eux, le logement, c'est vraiment le lieu où ils peuvent choisir, donc choisir ce qu'ils sont, choisir ce qu'ils font, choisir à quel point ils s'impliquent, etc. La deuxième conclusion qui est un peu dans le prolongement, c'est que ce que les habitants veulent, c'est à l'échelle du quartier, aussi avoir une sorte de quartier à soi. Et pour certains, ça peut vouloir dire juste à soi tout seul. Pour d'autres, ça peut vouloir dire avec les autres, donc avec un engagement plus poussé, vraiment dans le quartier, localement. Et troisième conclusion qui ressort de cette enquête, c'est l'importance qui est accordée à la nature. Donc à la fois avoir juste un balcon sur lequel on peut jardiner, avoir une vue sur un espace de nature, avoir un square en bas de chez soi, ou pour certains même un accès très facile à des grands espaces de nature comme bord de mer ou grande forêt ou bois. En complément de l'enquête qualitative donc par focus group et de l'enquête quantitative par sondage, on a voulu mener une autre enquête donc sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, on a sélectionné une dizaine d'opérations urbaines récentes en France et à l'étranger et on est allé voir ce que les internautes sur Facebook, Instagram, Twitter disaient de ces opérations-là. Alors ce type d'enquête, évidemment, ça comporte des biais puisque ce n'est pas tout le monde qui va sur les réseaux sociaux et ce n'est pas tout le monde qui s'exprime sur les réseaux sociaux. Ça, on en est très conscient. Les gens mettent en avant plus ce qui leur plaît. Donc pour les aménageurs et les promoteurs, c'est très intéressant de savoir ce qui va séduire dans un projet. Donc on a plusieurs résultats qui sont ressortis et les 4 principaux donc, sont les suivants. Toujours l'importance de la nature, qui était déjà apparue dans les autres enquêtes. Deuxième résultat, l'importance de l'ambiance de quartier. Troisième résultat, c'est que beaucoup de photographies, par exemple, mettent en avant un bâtiment, donc qui est remarquable, voire iconique. Et quatrième élément de conclusion de ce qu'on a pu observer sur les réseaux sociaux, c'est la mise en valeur de la convivialité. Alors, ce qui est intéressant dans ces résultats-là, c'est que ça met vraiment en évidence ce qui fait réagir les gens dans les projets urbains. Donc à l'issue des différentes phases d'enquête, on a abouti à 8 catégories de population qui se définissent vraiment par leur goût, leur comportement, leur mode de vie en quelque sorte. Donc ces 8 catégories, ce sont d'abord les mainstream, puis les repliés, les my way, les collaboratifs, les éco-conscients, les tranquilles, les exigeants et les technophiles. Donc les my way, en fait, ils représentent à peu près 16% de la population. C'est donc une catégorie de population pour laquelle vraiment le maître mot, c'est le choix. En fait, c'est des gens qui sont pas forcément, qui sont même pas du tout prêts à faire des concessions ou des compromis, donc ils refusent toutes les contraintes. Et ce qu'il faut pour eux, c'est que leur logement, voire leur cadre de vie, correspondent exactement à ce dont ils ont besoin. Ils vont mettre toutes leurs ressources au profit d'une construction un peu à la carte de leur mode de vie. Et donc sociologiquement, c'est des gens qui vont être plutôt profil jeunes professionnels, jeunes actifs, individualistes, ce genre de profil.
Et donc, dans leur logement, ça veut dire qu'ils seront vraiment très attachés à l'autonomie. Donc, ils vont avoir une préférence pour le logement individuel, ils vont avoir une préférence pour des logements qui sont très adaptables, très appropriables, très personnalisables. Et au niveau du cadre de vie et du quartier, l'important pour eux, ce sera d'avoir accès à toutes les ressources qu'ils veulent. Donc, on peut avoir des quartiers qui favorisent la mobilité, qui sont préférés dans leur cas. La deuxième catégorie donc, que je voulais présenter, ce sont les éco-conscients. Eux, ils sont 14% de la population. Et en fait, ce sont donc les gens qui sont les plus sensibles aux enjeux du développement durable et qui cherchent vraiment à les mettre en pratique au quotidien. Ce n'est pas non plus des militants, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont essayer de mettre ces principes en pratique sans trop de contraintes non plus. Et du coup, en termes de logement et de cadre de vie, ils sont à la recherche de quelque chose qui leur permet d'appliquer ces principes au quotidien. Donc, par exemple, dans leur quartier, ils vont être assez preneurs de boutiques qui vont correspondre à ces besoins-là ou d'un accès assez facile à la nature. Alors les mainstream, c'est quoi? C'est d'abord ceux qui sont d'accord avec tous les points communs. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont entièrement d'accord avec les demandes qui sont les demandes que tout le monde partage. Mais c'est aussi ceux qui sont en gros assez d'accord avec tout ce qui est l'innovation à condition que ce soit raisonnable. Et puis ils seront assez sensibles, on l'a vu ça dans l'enquête qualitative, ils sont assez sensibles à ce qui est à la mode, à ce qui se fait au moment où on est, etc. etc. Ils ne sont pas très agressifs à l'égard d'autres comportements que le leur. C'est un comportement très rassembleur, c'est un profil, très rassembleur. C'est les gens qui ont besoin d'être rassurés, c'est les gens qui ont besoin de sécurité, c'est des gens qui vont quand même attendre pas mal de leur quartier. Et donc, c'est des gens, le nom l'indique bien, ils sont repliés sur eux-mêmes, ils sont repliés sur leur environnement, ils sont repliés sur leur logement, et donc, ils ont besoin qu'on leur prouve qu'on va bien répondre à cette attente de repliement. Alors, je dis attente de repliement, c'est peut-être un peu négatif comme manière de le formuler, mais c'est vrai qu'il y a un peu cette dimension, mais en tout cas, on va dire que c'est un immense besoin de sécurité. C'est probablement une erreur de vouloir faire un quartier pour telle catégorie de clients ou telle autre catégorie de clients. Qu'en définitive, c'est assez facile de trouver des produits urbains qui conviennent à différents types de gens. Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas non plus complètement moyenniser. Parce que si on moyennise complètement, c'est plus attractif. Ça peut être ouvert à des gens différents, mais en même temps, il faut que pour des profils auxquels on attache particulièrement de l'importance ou dont on considère qu'ils sont moteurs, il y ait quelque chose d'un peu particulier. Il ne s'agit pas de poser côte à côte des produits très différents, il s'agit de régler des équilibres et en dosant ces équilibres, de trouver les quelques éléments identitaires qui vont permettre de dire oui, ça c'est mon quartier. Et donc c'est de la finesse. Je pense que justement parce que c'est de la finesse, on a besoin d'approches qui soient un peu des approches de recherche. Il y a toute une phase qui est une phase très importante de traduction. Et cette phase de traduction, elle se fait en travaillant avec des équipes opérationnelles, en l'occurrence en travaillant avec une équipe à Lille, une équipe à Marseille et une équipe à Paris probablement. Le seul problème, c'est qu'au moment où on allait faire ça, c'est-à-dire il y a presque un an, est arrivée la Covid. Et que le protocole que nous avons prévu pour travailler avec les équipes sur la manière, trouver les méthodes pour appliquer ce qu'on a fait, ce protocole, il impliquait qu'on ait un travail sur le terrain, dans un contexte un peu normal de travail, et que donc, ce n'est pas ce qu'on avait devant nous, et on a donc beaucoup retardé notre démarche. Et donc, pour nous, c'est très important, cette phase qui est la phase dans laquelle on transforme de la connaissance qu'on a fabriquée en outils. Et pour nous, c'est un travail d'investissement intellectuel, ce n'est pas simplement une application simple. C'est un travail d'investissement intellectuel qui demande d'ailleurs au passage une coopération très forte avec les gens de terrain avec qui on travaille.